Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de modérer cette conférence consacrée à un thème combien important et toujours d'actualité, puisqu'il s'agit des restructurations d'entreprise. Je voudrais par la même occasion remercier l'ESCA, École de Management, de nous avoir donné l'opportunité de débattre d'un thème qui interpelle en même temps les chefs d'entreprise, les salariés, les partenaires sociaux, le patronat marocain, les autorités également, et dans une certaine mesure, les clients et les fournisseurs. Alors, pour nous éclairer à ce propos, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous 4 éminents intervenants qui vont nous faire part de leurs expériences et nous dire un peu comment la fonction ressources humaines pourrait-elle accompagner un processus de restructuration. Je commencerai par Madame Bouchra Nhaili. Elle est directrice des ressources humaines de l'IDEC. Madame Nhaili est également présidente de la GEF nationale, qui est l'Association marocaine des gestionnaires de ressources humaines. Avec son bureau, elle vient d'organiser un colloque international de ressources humaines les 10 et le 11 novembre, colloque qui a vu d'ailleurs la participation de l'ESCA, notamment par son président, Sitan El-Rotri, également par Madame Yasmina Zitan, avec ses collaboratrices, en d'autres termes, Mejdouline et Khadija. Également parmi nous, c'est Nabil Adel, qui est enseignant-chercheur à l'ESCA. Adel a une expérience de plusieurs années dans la direction générale de pas mal d'entreprises, notamment à l'étranger au Maroc. Il est spécialiste en géopolitique et en stratégie financière. Et je pense que ce soir, c'est beaucoup plus sa casquette de financier avec laquelle il interviendra. Également avec nous, c'est Omar Belbedda, qui est consultant expert en relations sociales et en droit du travail. C'est Omar Belbedda accompagne plusieurs entreprises dans leur processus de restructuration. Et enfin, l'incontournable, mon ami Hicham Zouanat, avec sa triple casquette, puisqu'il est directeur exécutif ressources humaines de Coca-Cola Bottling. Il est également président de la commission sociale de la CGM, le patronat marocain, et il est aussi membre titulaire du conseil d'administration de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Alors, peut-être avant de passer la parole à nos intervenants, permettez-moi de faire une brève introduction sur le sujet qui nous réunit ce soir. Il est vrai que les entreprises sont plus que jamais confrontées aux révolutions technologiques, à leurs conséquences, digitalisation, intelligence artificielle, globalisation de l'économie, dérégulation des marchés, amélioration des procédés de fabrication des produits et services, influence des marchés financiers, augmentation de la productivité. Tels sont quelques éléments qui font que la fonction de ressources humaines, en tant que fonction stratégique, doit anticiper et accompagner dans le respect des uns et des autres toute politique de restructuration. Or, très souvent, les phénomènes de restructuration sont synonymes de suppression d'emplois, de montée au chômage et sur fond de crise, sont associés à une connotation négative. Le mot restructuration est un mot qui fait peur, qui angoisse, au point qu'il est couramment associé à un plan social et à des suppressions d'effectifs. Mais en réalité, à qui fait-il peur? Est-ce que véritablement il y a une démarche qui justifie d'être dans un processus de restructuration? Alors peut-être, sans plus tarder, je vais enchaîner par les premières questions, mais que je poserai à nos 4 intervenants. Quels sont les facteurs inducteurs
des restructurations. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de cas vécus? Peut-être, Bouchra, si tu veux bien. Très bien. Merci, Si Choufaï. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour cette belle invitation à l'ESCA. En tout cas, beaucoup plus. Une très, très belle salle. C'est vrai que le timing est un peu tard. Donc, on va essayer d'être dans une discussion, dans une dynamique qui passe des messages, mais en même temps dans le réveil. Pas vraiment dans la théorie et la monotonie des discussions. Alors, effectivement, Si Choufaï, tu as parfaitement commencé à illustrer le contexte aujourd'hui qui pousse les entreprises à plus en plus de restructuration. Donc, on est dans un monde perpétuel changement, mouvement, que ce soit à l'échelle organisation, à l'échelle pays. Nous avons tous vécu la crise sanitaire qui, effectivement, tu as cité la technologie, la globalisation, l'intelligence artificielle, la transformation digitale, mais on avait oublié à un certain moment les crises sanitaires et la crise Covid est venue pour pousser certaines entreprises à se restructurer. Et c'est vrai que le mot restructuration, il a une connotation négative. Enfin, restructuration, ça veut dire automatiquement licenciement, ça veut dire chômage, perte d'emploi, etc. Alors qu'en réalité, une fois on se pose pour dire c'est quoi restructuration, c'est un processus qui est porté par certaines entreprises ou qui en principe doit être porté par certaines entreprises comme étant un processus d'anticipation. D'anticipation parce que soit on est dans un choix d'être dans un processus de restructuration, soit parfois, lorsqu'il y a des contextes qui l'obligent, on sera dans l'obligation de le faire. Alors, moi j'aimerais revenir juste sur le fait que lorsqu'on dit effectivement que la restructuration n'est pas totalement associée à un plan social, à des licenciements, la restructuration peut être liée à un changement organisationnel en interne. Ça peut être de regroupement d'activités. Ça veut dire une autre manière de voir les choses pour répondre, être dans la compétitivité, pour répondre à un besoin du client, pour être dans la transformation digitale. Donc c'est une réflexion qui concerne parfois les process de l'entreprise. Ça peut être aussi lié à la stratégie de l'entreprise, donc une volonté de la société à changer ou à switcher un peu sa manière de voir les choses, donc sur le volet stratégique. Comme elle peut être associée effectivement à une réduction de coûts et du fait parfois à une suppression de quelques ETP. Donc en l'occurrence, on peut toucher le capital humain ou les quelques ressources qui travaillent dans l'entreprise. Alors les facteurs qui poussent à la restructuration sont multiples. Alors, je vais citer quelques-uns et puis certainement mes collègues vont apporter plus d'éléments. Donc la recherche de compétitivité, on en a parlé. Les entreprises aujourd'hui s'installent dans ce qu'ils font. Elles peuvent reculer, voire disparaître. Aujourd'hui, la concurrence est tellement présente que parfois des entreprises, peut-être marocaines, dans leur coin, ils disent « Moi, je suis bien, j'ai produit il y a 20 ans, je continue à produire aujourd'hui, ça marche, je ne suis pas touché par la concurrence. » Parfois, on a un effet papillon, que la concurrence peut venir de la Chine, peut venir d'un autre pays différent, il peut toucher indirectement mon activité. Donc, l'entreprise, si elle n'est pas dans l'anticipation, elle peut être touchée d'une manière directe ou indirecte. Donc, la recherche de la compétitivité, et puis parfois, on est en quête mais avec moi financier, on est en quête d'optimisation, de recherche de plus de résultats, et donc, du coup, parfois, on est à la recherche de réduction du coût. Donc, c'est une réflexion qui pousse les entreprises à dire « je dois réfléchir autrement ». Les entreprises, parfois, aussi, j'essaie un peu de citer des exemples dans ma tête pour essayer de nous donner un fil conducteur, sont à la quête parfois d'innovation dans les process, dans la manière de faire et dans la manière de répondre à un client qui devient de plus en plus attentif à ce que l'entreprise produit. Et à ce moment-là, l'entreprise pense à des restructurations en interne, comme je dis, qui touchent beaucoup plus des réorganisations en interne. Donc voilà quelques exemples que j'ai cités pour dire que la restructuration, ce n'est pas automatiquement négatif. Il y a beaucoup de facteurs qui poussent les entreprises d'une manière peut-être douce, comme parfois d'une manière dure.
à se restructurer et à réfléchir autrement sur plusieurs aspects, peut-être stratégie, structure elle-même de l'entreprise, si on parle de fusion, acquisition, etc. Ou même, et parfois, souvent un peu même, le recoupement d'activités ou la réorganisation au sein des entreprises. Merci Nalda Bochra, mais est-ce que véritablement il n'y a pas quelque chose de caché derrière une restructuration? Et là, je voudrais peut-être faire intervenir Sinabil, qui est un financier, je dirais peut-être, hein, je ne sais pas, est-ce que les actionnaires ne sont pas en train de chercher un court terme au détriment d'un moyen et long terme pour gagner de l'argent? En tout cas, on ne peut pas en vouloir un coureur de courir. Un actionnaire, il est là pour gagner de l'argent, donc on ne peut pas lui en vouloir s'il cherche à gagner de l'argent. Alors, moi, je vais mettre ma casquette de professeur. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup de cette invitation. Je remercie les organisateurs de l'ULESCA pour cette modération. Je remercie les collègues qui sont là pour nous enrichir de l'expérience. Moi, je voudrais, avant d'approfondir le thème, commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle la restructuration. Parce que souvent, il y a beaucoup de confusion autour du thème. Alors, la restructuration d'entreprise n'est pas la réorganisation. Okay, la restructuration, c'est un terme financier qui touche trois éléments. Quand on dit restructuration, on ne peut jamais dire restructuration et se taire. Sans restructuration des fonds propres, sans restructuration de la dette, sans restructuration de ce qu'on appelle employees claim, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, quand est-ce qu'on met une restructuration? C'est quand on se rend compte que notre entreprise, en termes de performance, est moins bonne que les concurrents. Et vous avez les financiers en cet art de tout simplifier. Donc il va prendre 2 ou 3 ratios. Il va se dire, tiens, moi le ratio coût sur revenu, et moi j'ai 15%, la moyenne du secteur est à 7%, j'ai un problème. Donc il ne va même pas chercher à aller plus loin. Donc la restructuration, c'est cet effort que font les actionnaires pour ramener l'entreprise d'un certain niveau de performance à un autre niveau de performance, en termes de profit bien sûr. Okay, et donc pour ce faire, ils peuvent procéder à une multitude d'actions, par exemple de fonds propres, fusion, acquisition, scission d'entreprise, split, division du nominal. Bon, il y a plusieurs techniques de restructuration des fonds propres, ce n'est pas le sujet ce soir. Ils peuvent soit restructurer leur dette, quand ils sont surendettés par rapport à la concurrence, soit agir sur le capital humain. Et donc à ce niveau-là, l'action consiste à ramener un ratio qui est très simple, charge du personnel sur chiffre d'affaires ou sur actif, à le ramener à la moyenne du secteur. C'est aussi simple que ça. Si le secteur est à 2, 3, 4%, nous on ne doit pas être à 5, 6. Mais à quel prix? Alors le prix, c'est justement combler ce gap de performance. Maintenant, vous avez plusieurs techniques. Alors, habituellement, on a 3 paramètres sur lesquels on agit. Soit la taille des effectifs, soit le salaire moyen, soit le nombre d'heures de travail. Okay. Donc, soit on va essayer de réduire les effectifs, et là, donc, je fais confiance aux spécialistes pour parler de ça, concrètement. Alors, parfois, ça peut être le regroupement de fonctions, parfois, ça peut être la sous-traitance, ça peut être la digitalisation, on en parle de plus en plus. Okay. Donc, l'idée, c'est de supprimer des fonctions qui coûtent cher et pour justement ramener le profit au niveau de la moyenne du secteur ou bien de l'exigence des actionnaires. Deuxième action, ça consiste le nombre d'heures de travail. Quand on se rend compte qu'on est en surcapacité, okay, au lieu de réduire les effectifs, on peut réduire le nombre d'heures de travail, tout en maintenant les mêmes effectifs. Et troisième action sur laquelle on peut agir, c'est le salaire moyen. Alors, bien sûr, le salaire moyen, on ne peut pas le diminuer, parce que là, il y a la loi et les avantages acquis, mais par contre, on peut agir sur d'autres éléments qui ne sont pas touchés par la loi, tels que les primes, les différents avantages de nature, et ainsi de suite. Encore une fois, ici, je pense que les experts seront plus légitimes que moi de parler de l'aspect purement humain. Mais d'un point de vue financier, excusez-moi, les financiers sont des monstres froids. Donc tout ce qu'ils savent, c'est une calculatrice. Et voilà, il faut qu'ils soient dans la moyenne du secteur. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de gens qui se disent « Mais nous ne comprenons pas que cette entreprise fasse des profits et licencie en même temps. » Alors justement, pourquoi? Parce que justement, elle n'est pas au niveau du profit de la moyenne sectorielle ou de l'exigence des actionnaires. Alors c'est quelque chose que beaucoup de médias ne parviennent pas à comprendre, pourquoi ces actionnaires sont gourmands à ce point, mais l'actionnaire a un raisonnement très simple.
Il vous dit, j'ai mis 100 dans cette entreprise, pour un certain niveau de risque. Il me dégage 12. Là, le concurrent dégage du 18. Donc, je vais retirer mon argent d'ici, je vais le mettre ici. Tant que cette entreprise ne fait pas ce qu'il faut pour revenir aux normes du secteur, c'est-à-dire 18, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion quelque part. Et donc, il y a plusieurs techniques de restructuration. Quand on arrive aux ressources humaines, parfois, rare, il peut y avoir le phénomène inverse, donc on fait travailler les gens plus. Quand il y a des sous-capacités, on a besoin de rattraper des retards sur les carnets de commandes. Mais en général, c'est l'un de ces trois paramètres, soit les effectifs, soit le nombre d'heures travaillées, soit le salaire. Comme quoi, très souvent, les financiers et les RH ne se comprennent pas très bien. Raison pour laquelle je vais poser la question à mon ami Hicham Zouanat et ensuite c'est Omar Boubada pour nous dire est-ce que véritablement ce que vient de dire Sinabil Hadel, Hicham, est-ce que tu es convaincu en mettant ta casquette bien évidemment donc de RH? Je suis convaincu et je vais même abonder dans le même sens que Sinabil. Et je voudrais avant ça juste remercier l'ESCA d'avoir mis ce sujet sur la table en termes de conférence et ça permet à des étudiants d'avoir une autre perspective d'une fonction RH. Il n'est pas que le côté luisant des recrutements, des promotions, des formations. Il lui arrive souvent de gérer ces structurations, il lui arrive de gérer parfois des choses plus dures, des restructurations. Mais dans la restructuration, il y a également un volet très noble qui, lorsque vous restructurez, même si on se sépare avec peut-être 15-20%, l'idée pour moi, c'est de voir le côté plein du verre, c'est-à-dire qu'on arrive à sauvegarder 80% des effectifs grâce à la structuration. Et c'est un fait réel. Celles qui n'ont pas la chance ou les moyens financiers pour restructurer, ils se retrouvent avec un petit peu des fermetures. Et je rappelle qu'au Maroc, il y a 8000 fermetures d'entreprises par an. Et je dis 8000, il y avait même jusqu'à 15 000 au niveau de la période de Covid. Il y avait une moyenne de 1000, et ce n'est pas des salariés, c'est 8000 ou bien jusqu'à 15 000 entreprises, bien sûr, et ils n'ont pas la chance parce que restructurer ne peut pas donner à tout le monde, il nécessite beaucoup de tirer de fonds. Maintenant, pour revenir aux facteurs inducteurs. Les facteurs inducteurs, pour moi, ils sont souvent exogènes. Ils peuvent être endogènes lorsque la boîte va sur des décisions risquées en termes de pricing ou bien autres, mais souvent exogènes, et je vais en citer 4. La première, c'est un peu la globalisation des échanges. Ça a été introduit par Abdelrahim Choufaï. La globalisation des échanges nous a ramené il y a 23 ans, parce qu'on a commencé notre entrée en plein feu dans la mondialisation en l'an 2000. Ça a débuté le premier accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et depuis l'an 2000 à 2023, nous avons des accords de libre-échange avec 54 pays. On est presque le pays le plus mondialisé au monde. Et encore, l'appétit est là, parce que dernièrement, il y a la Russie, et il y a le Mexique et d'autres pays qui souhaitent tout simplement trouver un intérêt. Quel est le bilan de ces 23 ans presque un quart de siècle d'ouverture de notre marché. On est déficitaire avec 53 pays contre 54. On est presque excédentaire qu'avec la Jordanie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de combien? On est déficitaire. Les chiffres de 2022, parce qu'on n'a pas encore le chiffre de 2023, ils arriveront au premier trimestre, c'est 308 milliards de dirhams de déficit. Il y a Haïti uniquement l'énergie, c'est-à-dire pétrole plus gaz, qu'on ne produit pas, on est obligé d'importer. Tout le reste, c'est des produits importés et qui, dans la réalité, sont des emplois enlevés au local pour être vers l'extérieur. C'est une bonne chose de s'ouvrir, mais c'est également important que cette ouverture soit bénéfique. Mais quel que soit X, vaut mieux s'ouvrir, même avec un bilan déficit en termes de balance commerciale, plutôt que de rester enfermé, parce qu'un jour, on arrivera à battre un peu nos concurrents. Deuxième facteur inducteur, et qui est le corollaire de la mondialisation, c'est les concentrations. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont miroité lorsqu'on a voulu, c'est-à-dire tout le monde a voulu signer cet accord de libre-échange avec le Maroc? Ils nous ont miroité 1 milliard de population potentielle dans ces pays-là à qui on peut exporter. Alors, pour exporter à ces populations, on va l'Égypte, la Tunisie, la Turquie, etc. Et c'est des pays où il y a parfois un coût de main-d'œuvre très haut, et d'autres où il y a un coût de main-d'œuvre très haut. L'essentiel pour le Maroc, c'est qu'il est obligé, comme tous les pays,
d'aller se concentrer de plus en plus, c'est-à-dire à travers des M&A, des fusions-acquisitions. On vient de terminer une, nous, on vient de fusionner avec des opérateurs du Nord oriental, et dès que vous avez fait une fusion-acquisition, le premier qui restructure, c'est le siège. Vous avez un double siège. Après, sous l'effet de scale, je parle devant moi, il y a des personnes dans le tabac. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une usine en greenfield qui livre, je ne sais pas combien de pays, la viabilité d'une industrie tabac n'est plus là, parce qu'elle est de plus en plus taxée, et pour survivre, pour continuer à dégager des marques, elle doit avoir un effet de scale. Donc ce sont ces économies d'échelle que viennent chercher les concentrations via les fusions-acquisitions. Troisième facteur inducteur, et c'est le plus méchant à mon avis, c'est dont on a parlé également, c'est la financiarisation de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actionnaires, et en général, les actionnaires des multinationales qui ont pris la peine d'ouvrir leur capital à travers des IPO, ils sont intéressés par deux courbes en termes de revenus, par le profit, qui est le résultat d'exploitation raffiné, après gérer le paiement de tous les frais, les taxes, etc. Et deuxième revenu qui les intéresse, c'est le revenu que leur apporte le stock change, c'est-à-dire le cours de la bourse. Et de plus en plus, ils sont prêts à sacrifier les résultats d'exploitation d'une année, 2 ans, 3 ans pour garder le cours de bourse parce que tout simplement, les financiers ont pris de part sur tout le monde. Et lorsque des directeurs financiers des pays d'entreprises de CAC 40 annoncent un chiffre, un résultat, et donc c'est une rémunération du capital de ceux qui ont acheté des actions, ils ne veulent pas être en dessous de cette annonce. Et dès lors qu'ils savent qu'ils sont moins, soit ils vont faire bien sûr un profit warning, soit ils ne sont pas aussi loin, ils ne vont pas faire un profit warning, mais ils décideront, avec beaucoup de froideur, une annonce de 2000, 3000, ça dépend, on a vu des 20 000, on a vu énormément, pour annoncer juste qu'on va retrouver, fin d'année, bien au plus tard, au premier trimestre de l'année prochaine, les mêmes rémunérations de capital que ceux annoncés lorsqu'on vous a dit acheter cette action. Donc cette financiarisation, c'est une réalité. C'est des entreprises qui gagnent de l'argent et qui ont, soit par la moyenne de secteur, soit parce qu'ils ont annoncé, ils veulent toujours arriver à cela. Ils sont capables, même s'ils doivent recruter la même masse dans 2 ans, ils n'hésiteront pas à garder le cours de bourse à 5 ans. Et dans ce cas, il y a eu Lucent, il y a eu Alcatel, il y a eu Michelin, il y a eu Danone, et parfois c'est des groupes minoritaires. Chez Danone Worldwide, par exemple, c'est un groupe minoritaire assez puissant, le groupe Heinz, qui a fait en sorte qu'il a même déboulonné le CEO, qui est Emmanuel Faber, de Michelin, après deux années de push, parce qu'il n'arrivait pas à retrouver la rentabilité annoncée au premier trimestre. Donc, quatrième je dirais, facteur inducteur, qui est également exogène, c'est la digitalisation et l'intelligence artificielle. On sera amené à en parler, c'est pas que je développe maintenant. Et un dernier sujet qui est important également de le mettre sur la table, qui est le 5e, que je viens de me rappeler, c'est le tax model. Le tax model, c'est des entreprises qui gagnent de l'argent, ils ont des profits, et les profits, ils sont en target par rapport à ce qu'ils ont annoncé, même plus. Mais ils veulent toujours optimiser encore plus, et ils vont aller chercher à déloger leur siège ou bien d'autres fonctions dans des paradis fiscaux. Moi, je vous parle en Europe, en Irlande, aux Pays-Bas, et dans d'autres pays qui sont très, très attrayants. En Suisse, l'exemple, par exemple, de PNG. Et donc, cette tendance à optimiser fait en sorte qu'elle peut générer également des restructurations. Et c'est le cas de PNG, on en parle. Merci, Hicham, pour cette clarification. Mais les facteurs inducteurs dont vous venez de parler, nous sommes dans un pays où pratiquement l'économie nationale du pays est représentée par 80% de PME. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons pratiquement transposer ce qui vient d'être dit, tous ces facteurs inducteurs, à des entreprises qui ont peut-être du mal véritablement à vivre, pour ne pas dire subir, et comment cet élément humain, je dirais, est-il, entre guillemets, géré, d'où ma question à Omar Bedda, qui est un expert en relations sociales et en droit du travail. Il a accompagné d'ailleurs plusieurs entreprises
dans leur restructuration, je ne dirais pas réorganisation, parce que Sinabi vient de nous faire le distinguo entre les deux. C'est Omar. Merci, si Abdelrahim, merci à l'ESCAD, merci à l'auditoire. Le thème est important et moi je voudrais élargir un petit peu la question parce que je considère la restructuration, toute opération de réorganisation de l'entreprise pour répondre à des besoins de conjoncture est une restructuration. En d'autres termes, vous allez m'entendre dire ce soir que tout peut être considéré comme restructuration. Mais malheureusement, on a considéré que l'aspect négatif de la restructuration, qui est fait de crainte, d'inquiétude, de suppression d'emplois, etc. Cela veut dire qu'on a considéré la restructuration comme ayant un synonyme d'allègement et de dégraissage. Alors que la restructuration que vous vivrez certainement dans vos entreprises, dans les entreprises où vous serez recrutés, prendra d'autres formes. Ce sera de la réaménagement, de réorganisation, de la recomposition, de la reconfiguration, etc. etc. Attention, la restructuration n'est pas que négative. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où nous allons vivre de la restructuration permanente, et je dirais heureusement, parce que les entreprises qui n'arriveront pas à se restructurer ne survivront pas. Vous avez entendu des chiffres qui font peur, et qui nous disent qu'il y a des entreprises qui disparaissent. Elles n'ont pas réussi à se restructurer. Et tout à l'heure, nous avons essayé d'écouter ensemble et de faire le recueil des facteurs inducteurs. Bien, moi, je vous dirais que tout peut être cause de restructuration. On a entendu mes collègues parler d'un certain nombre de facteurs. J'ajouterai que l'expansion économique pourrait être un facteur de restructuration, comme la crise économique. La diversification des activités, comme la concentration des activités. La fusion ou la scission. La recherche d'efficacité ou d'efficience. Et qu'en fin de compte, si on devait donner une définition large à la restructuration, moi je dirais que c'est l'environnement du monde du travail aujourd'hui qui devient le principal facteur de restructuration d'entreprise. Le monde du travail est en changement rapide et imposé de toutes parts. Et la restructuration devient une simple adaptation nécessaire, voire permanente, aux nouvelles exigences d'un monde du travail qui change vite. Et de ce fait, la restructuration exprime souvent le courage et la prise de risque de managers visionnaires et non pas de managers tortionnaires. C'est pour cela que cette notion, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, cette notion de restructuration permanente, il faut en tenir compte car nous avons une économie qui a besoin de changer, de se restructurer, de se réorganiser. Et ce ne sera pas une simple restructuration qui répond à des effets financiers, mais elle doit avoir aussi d'autres projets. On verra tout à l'heure que l'élément humain reste central. L'élément humain reste central, d'autant plus qu'au Maroc, il y a de nombreux projets, et je dirais que sur ces projets-là, toute la perspective, c'est de faire en sorte que l'élément humain soit au cœur de tous les projets.
On en parlera peut-être tout à l'heure quand on essaiera de voir les cas que nous avons peut-être vécus de restructuration et les propositions d'avenir possibles. Merci Zéroman. Justement, tu parlais de l'élément humain qui, lui, ne se résume pas de la théorie. Alors, on n'est pas dans les chiffres, quand on est dans l'élément humain. Alors, moi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, quel est le rôle, en fait, du DRH et des parties prenantes dans un processus de restructuration? Est-ce que le DRH, passez-moi l'expression, n'est pas un DRH béni oui, tout ce que lui dit son directeur général, il va l'exécuter? Ou alors c'est véritablement un directeur des ressources humaines, combien même on lui ferme la porte, il n'entrera pas à la fenêtre, ou véritablement quel est son rôle? Il a en face de lui peut-être des partenaires sociaux, il a peut-être en face de lui via le conseil d'administration des actionnaires, comment véritablement ce DRH et toutes les parties prenantes de l'entreprise vont véritablement accompagner le processus. Peut-être, Bouchara, si tu souhaites intervenir. Alors oui, je pense que c'est l'élément important, comme a dit, c'est normal, effectivement, au-delà des chiffres, bien entendu. Je pense que la restructuration ne vient pas comme ça. Lorsqu'une entreprise décide une restructuration, on ne vient pas du jour au lendemain et on dit, bof, on va y aller, c'est bon, on va restructurer, un chiffre, on doit atteindre X millions, c'est bon, on restructure. C'est toute une démarche. Et dans cette démarche-là, je vais à chaque fois citer le rôle du DRH, de la fonction RH dans chaque étape. La première des choses, c'est une stratégie. C'est clair, on décide de faire une structuration, mais une stratégie, ça veut dire c'est quoi, qu'est-ce que je cible, comment je vais y arriver et quels sont les acteurs. Après cela, bien entendu, il est normal de décliner cela en plan d'action. Le plan d'action, il doit être, à mon sens, un plan d'action le plus détaillé et concret et efficace possible. Ce ne sont pas des actions comme ça, sans date, sans échéance, sans comment, un peu ambigu. Il faut que ça soit très très clair. Et il y a une étape qui est très importante, c'est l'action en soi, c'est le déroulement du plan d'action, la mise en œuvre, et bien entendu, donc la communication, la relation, donc on va en parler en relation avec la fonction RH, la communication, la sensibilisation, la démystification de tout ce qui va être fait est crucial. Et bien sûr, vient l'étape après restructuration de l'accompagnement du capital humain qui a subi en fait une restructuration. Donc il y a des victimes, il y a des personnes qui restent dans l'entreprise, ou il y a des personnes qui sont touchées d'une manière ou d'une autre. Donc la fonction RH, à chaque fois, elle est concernée, ou au moins elle est censée être concernée comme étant un partenaire stratégique. Un partenaire stratégique qui ne vient pas être informé par une décision qui a été prise, je ne sais pas, par le board, le conseil d'administration, voilà, on a pris telle décision, sans pour autant analyser le risque financier et le risque humain. Une fonction RH doit être acteur dans la décision, doit être consultée et doit être consultée principalement dans l'analyse des risques, surtout le facteur humain, avant que ce soit le facteur financier. Bien sûr, la fonction RH, elle est touchée une fois on parle plan d'action, mise en œuvre, communication, c'est omniprésent. Il y a les parties prenantes, en l'occurrence, il y a le personnel soi-même, il y a la fonction RH qui est acteur, il y a les partenaires sociaux qui représentent le personnel, et il y a bien entendu les managers qui sont parfois entre le marteau et l'enclume parce qu'ils doivent cascader une décision alors qu'ils sont parfois même eux concernés par la décision qu'ils vont décliner. Donc le rôle de la fonction RH est essentiel pour cascader toutes les informations prises et le plan d'action à déployer. Et bien entendu, la fonction RH aussi est concernée principalement par l'accompagnement des collaborateurs qui sont touchés par la restructuration. Je maintiens le fait que je rejoins Seroma lorsqu'il a parlé de la restructuration, qui est à mon sens pas forcément que liée à une grosse opération de plan social ou de licenciement, parfois même une grosse réorganisation au sein de l'entreprise. Pour moi, je la considère comme étant une restructuration. Et là, vient le rôle de la fonction RH, dans le fait où un salarié, s'il va perdre son poste aujourd'hui, il faut qu'on assure
son employabilité, et donc il faut qu'on assure un redéploiement vers un autre poste. Je simplifie tout simplement lorsqu'on parle de l'employabilité au sens large. Donc il faut qu'on accompagne ces collaborateurs-là qui vont subir un changement, donc que ce soit par la formation, l'accompagnement, que ce soit par un coaching déjà individuel ou collectif pour répondre à des craintes psychologiques des personnes. Donc là, on touche beaucoup plus l'aspect santé mentale de la personne. Et il y a un accompagnement formation pour accompagner techniquement ou par les soft skills pour pouvoir switcher, pour pouvoir assurer un autre poste. Ce n'est pas toujours évident. Et un accompagnement par accompagner les managers pour pouvoir soutenir les collaborateurs. Donc en gros, la fonction RH aujourd'hui et les acteurs, moi je dis, ça doit être en principe un acteur stratégique, un accompagnement du développement du capital humain et puis un vrai acteur du genre. Merci, Bouchra. Peut-être Sinabi, ensuite je lui donnerai la parole à nos amis Hicham et Omar. Sinabi, est-ce que le financier, le directeur financier, est du premier coup partie prenante dans une restructuration? Il arrive parfois où est-ce que le DRH, lui, est mis, je dirais, mis au courant dès le début, parce que ce que tu dis, Bouchra, oui, je parle d'hypothèse qu'il est déjà mieux quoi, c'est-à-dire il est en amont de l'information, mais est-ce que parfois il est vraiment, je dirais, en recul par rapport à la réalité? Moi j'ai envie de savoir, est-ce que le financier, le directeur financier, on dit, écoute monsieur, ça ne concerne peut-être que les hommes et les femmes, et toi, bon, on te verra après. Si la dit. Il s'arrange toujours pour me filer la patate chaude et me laisser en face du public prendre le poteau. Alors, non, c'est ça. Je sais que tu t'en sors très bien là-dessus. Alors, en fait, ça ne se passe pas comme ça. En fait, une décision de ce type se prend au niveau du conseil d'administration. Tous les autres directeurs sont presque en pied d'égalité. Et donc, c'est souvent le numéro 1 de l'entreprise qui porte cette décision. Le financier, le RH et tout ça, bon, sont là pour l'aider, pour le conseiller, mais bon, c'est lui qui est en face du board, c'est lui qui doit porter cette décision, quand il n'est pas lui-même derrière cette décision. Donc maintenant, il y a les deux cas de figure. Alors, juste pour rappeler quelques éléments avant de rentrer dans le détail, en fait, quand on parle de restructuration, et je ne voudrais pas vous saouler de définitions académiques qui n'intéressent personne, sauf les profs comme moi, mais quand on parle de restructuration, ça vient de la structure financière d'une entreprise. Et restructuration, c'est revoir la composition de ces structures financières. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent en tant que... C'est vrai que dans le langage de tous les jours, on l'utilise même pour l'organisation ou autre, mais c'est un terme d'abord financier. Mais c'est un débat qui n'intéresse pas le grand monde, donc on va passer rapidement. Maintenant, quand on parle de l'aspect humain de la restructuration, alors souvent on pense à la réduction d'effectifs. Mais notre raisonnement est biaisé parce qu'on voit la réduction à un instant T. Vous avez une entreprise qui, par exemple, a fait un plan social, il a libéré 500 000 personnes. Et on ne revient pas pour voir 2 ans ce qu'elle a fait, 2 ans après. Après, elle a recruté 4 000, 5 000 personnes. Souvent, c'est un passage nécessaire pour que l'entreprise change de peau. Et on l'a vu dans beaucoup de cas, que les plans sociaux à court terme étaient nécessaires parce qu'il y a une génération qui ne suivait plus, parce qu'il y a le monde qui a changé, on n'arrive pas à faire évoluer, on doit recruter de nouveaux talents qui, eux, peuvent porter les défis de l'époque dans laquelle nous vivons. Et donc, effectivement, c'est un passage obligé, c'est la courbe comme ça en J, inversée. Non, en J, c'est pas inversé. Donc, et du coup, on passe par ce trou d'air, mais souvent, la focalisation et la tension et l'élément, comment dire, presque de phobie, se concentre sur la phase elle-même, où on doit se séparer de gens. Mais on ne revient pas pour voir 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que c'est devenu. Souvent, ce sont des créations d'emplois, et je revois ce que dit Michel, parfois, il faut savoir couper une partie, parce que si on tarde, on va tout couper. Et donc, ce n'est pas une décision qu'on prend de gaieté de cœur. Maintenant, comment ça se structure au quotidien, de manière concrète? C'est-à-dire, quand la décision est prise par le conseil d'administration, c'est certainement pas le financier qui prend la décision. Il n'a pas tout ce pouvoir dans l'entreprise, même s'il essaie de vous convaincre du contraire, mais il n'a pas tout ce pouvoir.
Donc, ça se prend au niveau du conseil d'administration. Maintenant, c'est tout un travail. D'abord, on identifie ce qu'on appelle les doublons. Ok, et les endroits où il y a du gras, comme on dit en langage presque cru, voilà. Et donc, on identifie les postes. Ensuite, une fois identifié, on met en place le package qui va accompagner. On ne va pas mettre ces gens dehors comme ça. Il y a des gens qui... On y reviendra au package financier, justement. Donc, alors, je ne vais pas le détailler, je vais juste passer sur les étapes. Alors, une fois qu'on a identifié ça, qu'on a identifié les personnes qui doivent partir pour plusieurs raisons, soit proches de la retraite, soit ils ne font plus, ils sont dépassés, soit un problème de compétences, soit un problème de doublon, donc il y a plusieurs raisons que les responsables de ressources humaines en parlent mieux que moi, vient l'étape du package. Combien ça va nous coûter? Combien nous devons nous mettre sur la table? Alors tout ça se fait en chambre. C'est entre le RH, le financier et la direction générale. Maintenant vient le moment crucial, où il faut l'annoncer aux gens. Et là, on a intérêt à avoir des assurances solides, parce qu'il y a des gens qui réagissent d'une manière assez violente parfois. Et je rappelle, je pense, le film qu'on a tous vu, Happy hier, je pense qu'on a tous vu ce film, de George Clooney. C'est un film que je vous conseille vivement de voir, donc je pense que tout le monde l'a vu. Comment on annonce? Et c'est pas n'importe qui peut annoncer ça. C'est pas parce qu'on vous dit, voilà ce qu'il y a sur la table, ça prend, on doit laisser. Ok, et ce sont des moments qui sont extrêmement anxiogènes. Moi, j'ai vécu plusieurs structurations. Alors, du coup, moi j'étais dans le côté assurance. Alors, j'ai vécu à un double niveau. D'abord, en tant qu'acteur de cette structuration. Et puis, dans la compagnie d'assurance, vous savez mieux que moi, c'est là où on reçoit les déclarations maladie. Et la consultation de psy explose pendant cette période. Parce que c'est très anxiogène. Et vous savez, c'est quelqu'un qui se dit, bon, aujourd'hui, je suis avec mes collaborateurs, demain, je me réveille à la maison. Ça, c'est un peu les risques psychosociaux. Donc voilà, et puis à l'époque, on n'avait pas Netflix, donc c'était sacrément ennuyeux de se réveiller le matin, il n'y avait rien à faire. Et donc, le problème, c'est de gérer cette transition, comme l'a rappelé Bouchard, c'est de se dire, voilà, ce sont des gens, c'est des humains, ce sont souvent des gens qui ont passé beaucoup d'années dans l'entreprise, on a passé plus de temps avec eux qu'avec nos familles, parce que c'est au moins 8 heures à 10 heures par jour, et donc s'en séparer n'est pas facile. Puis, il y a des entreprises qui ont suffisamment d'humanité pour préparer même des plans de reconversion et d'employabilité, avec des formations, avec des... Voilà, mais d'autres où c'est brut, voilà, c'est comme ça, c'est vous prenez votre chèque et vous partez. Donc, ces moments, alors, là, on arrive à la phase de mise en œuvre. Alors, attention, là, il y a un double effet. Parce que non seulement, ça, je passe au contrôle des RH, non seulement vous devez faire attention à ceux dont vous séparez, mais aux autres qui sont en train de regarder. Et ça agit sur leur morale. C'est très, très important. Et là, le conseil qu'on donne dans ce cas, act fast. Parce que plus vous allez dans le processus, plus vous diffusez de l'anxiété dans d'autres entreprises. Même ceux qui ne sont pas concernés commencent à se poser des questions, à être démotivés, à ne pas faire le travail comme il faut. Donc, ils vous disent planifiez lentement, mais agissez rapidement. Parce que sinon, vous diffusez du mauvais sang dans l'entreprise, et parfois, ce qui devait prendre quelques mois va prendre quelques années, et ça va agir sur toute l'entreprise. Donc, ce sont des démarches qui ne sont pas faciles. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette phase, arrive le moment de l'évaluation, qu'on peut situer à 2-3 ans plus tard. Et parfois, on se rend compte que parfois on s'est séparé des meilleurs, contrairement à ce qu'on pensait. Je rappelle le fameux DVD au Maroc qui a touché les fonctionnaires du secteur public. Ce sont les meilleurs qui sont partis. Ils ont pris leur chèque, ils sont partis. Et donc on s'est retrouvé, non seulement on n'a pas réduit la masse salariale, mais on a perdu en compétences. Donc vient la phase de suivi il y a une phase qu'on fait immédiatement après, pour voir combien ça nous a coûté, le nombre de personnes qui sont parties. Et puis dans 2-3 ans, est-ce qu'effectivement on a atteint les objectifs escomptés, ou c'était un truc de peu dans l'eau, et finalement, on a fait une mauvaise opération. Ok, merci Syllabi. Peut-être si j'aime, Syllabi vient de parler justement, enfin, tu reviendras un peu sur le rôle du DRH et des parties prenantes, mais dans la foulée, il vient de nous faire entendre qu'il y aurait des problèmes non seulement avec ceux qui vont partir, qu'on appelle peut-être les victimes, mais également avec les rescapés, ceux qui vont rester. Donc comment va se faire cette transition
entre ceux qui vont partir et également ceux qui vont rester notamment. Alors, pour le rôle de la fonction RH, le rôle du DRH, c'est une fonction qui n'a pas été créée comme ça. Donc, il a été créé parce qu'on a vu l'importance qu'elle génère de leadership à mobilisation. Dans la réalité, il n'est pas vécu selon ses intentions. Dans la réalité, vous avez un dégradé de pratique. Et vous avez ce que vous méritez à la fin. C'est-à-dire, si vous avez un DRH qui est sous la coupe d'un directeur financier, un outil de DRH, vous allez avoir un DRH qui est affaibli. Si vous avez un DRH qui n'est pas dans un comité de direction, tout va se décider en dehors de ses capacités. Si vous avez un DRH dans le comité de direction, mais qui est trop RH, avec une casquette RH, il va être beaucoup plus bloquant qu'autre chose, et bien le meilleur, c'est de partir à ce comité de direction qui est l'instance gouvernante de la boîte, mais en enlevant sa casquette de gouverneur, et d'agir comme un dirigeant de la boîte. Et pour cela, vous devez maîtriser le métier de la boîte, vous devez avoir un minimum de background financier pour pouvoir vous imposer. La réalité, c'est qu'on veut que la fonction RH brille, qu'elle prend l'élite, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas toujours les bons profils pour pouvoir s'imposer devant des décisions comme ça. Maintenant, en termes de rôle, le premier rôle de la fonction RH dans l'opération de souscription, c'est le lead. Quand je dis prendre le lead, ce n'est pas être exposé tout seul. Au contraire, c'est être dans un collectif et vous avez le lead. Mais si tout au long de l'année, vous voulez jouer tout seul, vous ne voulez pas partager la fonction RH, donc une opération de soutien, vous n'êtes pas crédible. Les bras donc, et ça, à chaque fois, vous allez voir les partenaires sociaux. L'essentiel de l'opération va commencer avec les partenaires sociaux. Ben, si tout au long de votre vie, vous êtes plutôt l'oppresseur, celui qui n'est pas connoté avec une dimension sociale, une fibre sociale, ben, n'attendez rien. Vous ne serez pas crédible. Si vous êtes obligé de passer en force, vous allez passer en force avec tout le risque que vous allez générer. Si au contraire, vous êtes le syndicaliste de votre comité de direction, ne serait-ce que sur la perception, et que vous êtes en bas, vous êtes le représentant du patron, et que vous êtes crédible, et que des comités d'entreprise se passent dans les règles de l'art, avec toute la transparence, avec le feedback, vous n'avez pas à leur annoncer. Vous le savent presque autant que vous, à condition qu'il y ait une culture économique des partenaires sociaux et une culture sociale des dirigeants. Souvent, on va vers des comités d'entreprise, où là, la casquette est là, alors qu'on doit avoir une dimension culturelle commune, et dès lors qu'on est complémentaire, dès lors qu'il y a de la transparence et les chiffres qui sont présentés, l'instance même s'il est, même si elle a un avis consultatif. Ou un avis consultatif, en France, c'est autre chose. En France, comité d'entreprise, c'est 12. C'est job, elle a les questions. C'est-à-dire, je suis comme ramener quelqu'un des partenaires sociaux pour qu'il y ait de la contradiction. Et je me réjouis d'avoir un ami de l'UMT là-bas qui certainement va enrichir le débat. Mais les Kangoulou, c'est le comité d'entreprise, mais chez uniquement, qui dit avec la fréquence, l'orthodoxie, il est vide de sens. Un homme tic de boxe, pour respecter le code. Avec la transparence, de foi, soit vous allez vous engager, et devant vous, les partenaires sociaux doivent également s'engager dans du legal agreement, surtout avec un engagement moral, que tout ce qui va se dire ici, et tout ça, personne n'est surpris par la suite. Et croyez-moi, ils vous renvoient l'ascenseur. Moi, j'ai géré des restructurations avec des partenaires sociaux, j'ai géré de la croissance, j'ai géré de la décroissance, et à chaque fois, dès lors qu'ils savent qu'il y a de la transparence, ils vous renvoient l'ascenseur, parce qu'ils savent qu'ils sont au courant presque de tout. Merci, Stéja. Il faut, ce que tu viens de dire, il faut quand même que le DRH ait du charisme. C'est pas un DRH qui est qui est chétif devant la direction générale et à la rigueur, donc tout ce qu'on lui dit va le faire. Ça, c'est un autre problème. Alors, est-ce que véritablement, aujourd'hui, on a tout, on a des patrons de ressources humaines qui sont à la hauteur? Peut-être, je ne sais pas, moi je pose la question. Et là, la transition est assez robale qui accompagne plusieurs restructurations. Est-ce que, aujourd'hui, les partenaires sociaux jouent le jeu? Est-ce que tu as rencontré peut-être des DRH qui véritablement sont de véritables DRH? Ou alors peut-être c'est des chefs du personnel? Je dirais, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais qu'en fin de compte,
j'abonde dans tout ce que vient de dire Sidi Hicham Zouanet. On est en plein chamboulement de nos entreprises. Et ce chamboulement ne peut pas se faire si on n'instaure pas un minimum de respect, de confiance, de conformité légale, etc., etc. Et, tu l'as bien dit, il faut qu'on travaille avant la crise. Il faut anticiper un certain nombre de choses. Et la meilleure... Quand moi je fais la différence entre la fonction RH qui intègre la gestion des relations professionnelles et la fonction RH qui est restée simplement un petit service du personnel. C'est ça la différence que je fais. Pourquoi? Parce que de plus en plus, aujourd'hui, quand on étudie les ressources humaines, on apprend que les ressources humaines, ce ne sont pas des individus à gérer chacun de son côté, mais que cet individu peut exister collectivement. Et quand il existe collectivement, il y a des réponses à cela. Et la première des réponses, c'est la mise en place et le bon fonctionnement, le fonctionnement normal de toutes les institutions représentatives du personnel. Et croyez-moi, au Maroc, la loi ne donne pas beaucoup de prérogatives aux institutions représentatives du personnel. On peut asseoir en toute confiance le comité d'entreprise au Maroc n'a aucune emprise financière sur l'entreprise, etc. Il a quelques petites prérogatives qui développent de la confiance. Deuxièmement, il est important d'asseoir de la communication. Pourquoi? Parce que en temps de crise, on a besoin de communiquer, de bien communiquer. Et en fin de compte, il y a les approches. Il y a ceux qui ont adopté des approches horizontales dans la gestion de tout au niveau de l'entreprise et ceux qui ont introduit quelques, de la verticalité vers l'horizontalité, ceux qui ont réussi à discuter avec les gens, à dialoguer, etc., eh bien, ces gens-là ont adopté d'autres approches. Et c'est pour cela que je peux vous parler de deux cas, rapidement, de deux cas de restructuration et qui a adopté d'autres approches. Il y avait une entreprise au nord du pays qui était obsolescente, vieille, dépassée, où il y avait à peu près 200 salariés, et qu'on devait absolument fermer. Mais, contre-temps, il y a eu une décision de la remplacer sur le même site par une entreprise nouvelle, moderne, etc., technologiquement de pointe et autres, mais il fallait faire partir 120 salariés. Et pour faire partir ces 120 salariés, cette entreprise, par plusieurs concours de circonstances, a réussi à adopter une démarche socialement responsable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à faire quelque chose de particulier. Elle avait du temps. Elle avait 2 ans de montagne. Le temps, c'est important. Parce qu'en fin de compte, la restructuration ne vous donne pas toujours du temps. Elle arrive à l'improviste et on doit... Ils avaient du temps, alors ils ont commencé par faire un diagnostic territorial de toute la région pour voir quelles sont les opportunités de création de petites entreprises, etc., etc. Et en fin de compte, on s'est retrouvé avec la perte de 80 emplois à peu près et la création en externe d'un plus grand nombre d'emplois. Je ne vous cite pas l'entreprise, mais je vous dirai aussi qu'il y a un deuxième cas, c'est le départ de 5000 salariés au niveau des charbonnages de Jarata. Et les charbonnages de Jarata, alors il n'y a pas de psy là-bas, qui est un frère. Le charbonnage de Jarata, c'était la première fois où les 3 centrales syndicales réussissent à se mettre ensemble pour proposer de dialoguer ensemble, mais ils ont trouvé des partenaires avec lesquels dialoguer, et ce dialogue a donné lieu à une solution qui était socialement acceptable aussi. Il y a d'autres cas où on n'a pas trouvé de partenaires avec, qui peuvent discuter ensemble,
et qui n'ont pas l'habitude de trouver des accords. Et il y a eu des solutions qui étaient plus négatives que positives. Bon, ça, c'est quelques exemples. Peut-être que Hicham nous citera d'autres exemples plus tard. Mais il y a des exemples heureux. Des exemples heureux. Et je redis encore une fois ce qu'a dit Hicham. Il faut absolument créer le dialogue social pendant qu'il est encore temps. Ne pas attendre la crise. C'est vrai, il faut être dans l'anticipation et non pas dans la précipitation. Hicham, et ensuite on passera au côté légal. Je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question sur comment accompagner les départs et accompagner ceux qui restent pour le départ. Et je rejoins ce qui a été dit par Salomon sur la partie confiance, créer ce climat. Et le comité d'entreprise, c'est l'une des instances dans laquelle se prend la décision. Ou de الكلمة ديال الشاورما ما تبقاش باغيين. La consultation, on peut la comprendre. Lorsque vous utilisez toutes les propositions du comité d'entreprise en tant qu'instance, fait un directeur, fait un patron, fait un partenaire social, en termes de redéploiement, de mobilité, en termes de réduction des coûts, finalement, si c'est quelque chose, on va se serrer la ceinture pendant 2 ans et on peut la dépasser par âge. Par même revenir sur des acquis, par la réduction de ce qu'offre le code du travail, la réduction des heures, aller au-delà des 185, 186 et tirer un accord social. Au-delà, il y a des avantages. Tu peux même toucher au salaire. Rien n'est interdit dès lors que vous le faites de concert avec un autre. Il n'y a pas forcément. Il a expliqué de me dire, mais si tu m'as si tu es sincère et tu fais tes réunions transparentes et ils connaissent l'entreprise, donc leur prolongement, les directions financières, ils arrivent. Alors si vous avez la partie départ comme ça, avec la transparence qu'il faut, avec l'équité, il y a un problème avec nos versions. 2 mois et demi, 1 mois, la retraite, ça fait moins qu'un mois. Je vous le répète, donc l'équité, tu le garant de la conformité, légale conformité. Et après, donc, dès lors que le déploiement, voilà, tu commences à dire, et qui prennent l'accompagnement au dialogue. Comme il dit, c'est normal tout à l'heure, il y a des sémages. Quel type d'accompagnement? L'essaimage. L'essaimage d'outplacement. Je travaille avec une entreprise. C'est quoi l'essaimage, peut-être certains? Alors, l'essaimage, il y a une entreprise qui opère dans le domaine du lait et que tout le monde a suivi en termes de crash et la colonie, etc. Aujourd'hui, j'ai à peu près 400 vendeurs de cette entreprise, avec un cabinet qui les accompagne pour que je puisse prendre les profits que je veux. Et j'en ai pris avec 21, d'autres opérateurs, des FMCJ, il n'y avait pas que nous, et à travers ça, ils arrivent à atténuer les impacts de ça. Il y a des sémages. Des sémages, c'est quoi? Si je vois que moi, branding queer, et il y a certaines activités qui me coûtent cher, parce que je suis un branding queer, et qu'en les externalisant, je vais les externaliser des PME, et je vais essaimer les personnes qui livrent un service, je dis n'importe quoi, l'externalisation d'un service nettoyage, n'importe quel service, même si évident, ça peut être de la maintenance, ça peut être, on peut aller plus loin. Et je dis, tiens, je le ferai avec un coût intéressant et avec un prolongement de leur activité, etc. Tout ça peut aider à ce qu'on vive l'externalisation à visage humain. Ce qui a manqué hier, Georges Clooney, c'est un film qui montre quand même que c'est l'entreprise qui met de l'argent sur la table. Et c'est la déshumanisation de l'opération qui l'aborde. Il y a des cas plus durs. Ils ne mettent rien sur la table. Ils disent, c'est bien. Là, moi, je vais entamer une procédure de redressement. Ni les fournisseurs, ni les financiers, les banques, ni les salariés ne sont aptes à me bloquer jusqu'à ce que je sorte de mon plan de redressement. Si je sors, tant mieux, je commence à rembourser. Si je ne sors pas, tout le monde perd de l'argent, y compris. Donc, maintenant, j'arrive à la deuxième partie de ma question. Votre question, c'est l'accompagnement des survivants. Ce que j'appelle ceux qui restent. En fait, les rescapés. c'est ça, les rescapés. Mais moi, j'aimerais également savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand on a des personnes qu'on va faire partir, ce sont quand même des victimes. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire dégagez, Khojoumandi. Comment je vais les accompagner? C'est ce qui m'intéresse également. Mais ben, oui, il y a les survivants, il y a les rescapés qui vont rester
peut-être. Est-ce qu'il y a un deuil psychologique qui vont peut-être traverser, comme vient de le dire Sinabi, parce qu'il y a un problème de risques psychosociaux? Moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui structurent très bien des opérations de structuration avec les départs. Tu sais comment? Tiens, ce sont les gens qui disent demain après-demain, le marché les prend. Par exemple, les chaudronniers, les maçons, le marché les prend. Je ne m'attarde même pas sur eux. Mais je leur donne leur dû, correctement. Il y a ceux qui sont dans un âge qui est difficile à se redéployer et ils sont obligés de créer une entité. Si j'ai des services à externaliser, c'est des SMH et j'accompagne. D'autres maniements internes. Au contraire, j'essaie de leur garantir via des crédits, des bons de commande, ne serait-ce que pour démarrer. Je les aide à créer des structures d'auto-entrepreneurs. Mais les banques, si tu leur donnes un carnet de commande, ils arrivent à leur donner des crédits pour le lancer. Donc ce sont ces façons-là. Et il y a d'autres, et puis tu prends une entreprise pour les accompagner. Peut-être qu'il est riche les cas, qu'il est riche les Honda, donc c'est vraiment du cas par cas. Lorsque les gens sont, et il y a ceux qui te disent l'aide me bride well. Le bride juste et ça, donc tu ne peux pas accompagner tout, mais tu réduis beaucoup le visage. Un an après, tu ne retrouveras pas les gens qui habitent. Ça fait un peu RSE également. Alors, pour ceux qui restent, moi j'ai deux étapes. La première étape, c'est être franc, rester franc. Ne jamais utiliser des termes d'il, c'est la dernière fois, ne jamais s'engager sur l'avenir. C'est la façon pour calmer rapidement. Mais il ne faut pas le dire. Dès lors que tu ne sais pas, il ne faut pas le dire. Donc, communiquer avec transparence, accompagner avec des cellules de crise, avec des cellules de traitement de risques psychosociaux, comme tu as dit, etc. Troisièmement, ce qu'on appelle la catharsis. La catharsis, l'occasion de la catharsis, c'est des ateliers, des workshops, aurait pour tout, peut-être à tort ou à raison, mais il doit faire sortir la façon comment vous avez traité, la façon comment vous avez donné l'information. Et parfois, vous avez raison de ne pas donner l'information. Mais le fait de créer des workshops pour que les gens s'expriment, c'est de la catharsis avec un effet incroyable. C'est finalement, à une échelle collective, il faut ouvrir des ateliers de capacité. Et après, dès lors que vous avez terminé cette phase, il faut créer l'avenir, il faut donner de l'espoir, il faut continuer à rêver, il faut du storytelling, il faut la culture d'entreprise en créant encore travaillant sur la mission d'entreprise, les valeurs, le projet d'entreprise, ne serait-ce que sauver l'entreprise peut être une mission pendant la année, c'est-à-dire reboucler avec un cercle vertueux. Peut-être, Bouchana, tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à cette population, donc de partants et de restants? Moi, je veux dire que l'être humain reste être humain. C'est vrai que lorsqu'on prend la décision avec tous les facteurs que nous avons dit, il y a un être humain derrière qui est concerné d'une manière directe ou indirecte. Et donc le rôle de la fonction RH, et pas que, parce qu'elle n'est pas la seule fonction concernée, c'est vrai qu'elle est acteur et actrice majeure dans la restructuration, mais elle n'est pas seule. Elle est acteur principal pour prendre en considération l'aspect humain dans le traitement. Et c'est important, c'est très bien ce que tu as dit, Hicham, j'adhère parfaitement à l'accompagnement psychologique. Et j'ai bien aimé à la fin, parce qu'effectivement, je voulais aussi parler de cela, c'est une fois la restructuration faite, il faut retravailler les valeurs de l'entreprise de nouveau. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est déconstruit et reconstruit, et donc du coup, il faut qu'on reconstruise ensemble de nouvelles valeurs, peut-être dans la continuité, peut-être une évolution des valeurs qui seront proposées. La transparence est très importante, et tu l'as bien cité. Parce que si on cache nos jeux, et il y a une stratégie qui est là, tracée, mais la manière avec laquelle on va y arriver, il y a de la non-transparence, moi je suis convaincue que ça ne peut pas aboutir. Il faut l'adhésion de toutes les parties prenantes, et les partenaires sociaux, s'ils sont acteurs dans la transparence avec la fonction RH, ça pourrait aboutir à quelque chose. Mais si on arrive on fait que cacher des jeux, Julia pour arriver, chacun a son intérêt, on n'arrivera pas. Moi, je suis convaincue par ça. Très bien, merci. Et moi, célébrer les tout petits. Et il y a la phase, célébrer n'importe quoi. Et il y a une petite action, il y a une petite réussite, et il y a une objection de la partie pour encore rassurer les gérer sur
lorsqu'on, justement, dans un processus de restructuration qui peut tendre vers un plan social. Maintenant, est-ce que, aujourd'hui, les autorités marocaines, parce qu'on a parlé tout à l'heure des parties prenantes, est-ce que les autorités marocaines vont accorder peut-être l'autorisation pour faire partir, en tout cas pour faire partir ces personnes, à quel prix également? Est-ce qu'il y a un coût aujourd'hui, même s'il est financier en même temps RH, j'imagine que le Code du travail donc certainement a dû fixer un des indices de départ. C'est remarque, peut-être tu peux nous éclairer là-dessus? Ben, écoute, rapidement, il est très important de dire que dans une opération de restructuration où nous avons des partants, moi j'ajouterais peut-être une petite phrase à tout ce qui a été dit. La meilleure manière de mobiliser ceux qui restent, c'est de bien accompagner ceux qui partent. Allah fait le nas اللي مشاو عند الله. Les applaudissements. D'accord. Alors, mes amis, mais pour répondre un petit peu à ta question, Sidi Nabil tout à l'heure, il a précisé ce que doit faire le manager pour préparer l'opération managériale de départ, etc. Il y a des étapes à suivre, il y a une communication à faire, etc. Mais la loi nous impose de suivre certaines choses. La loi nous impose de suivre ce qui est dit par les dispositions du Code du travail, articles 66 à 71, et qui nous dit, en cas de licenciement, vous devez impérativement demander l'autorisation au gouverneur, par le biais de l'inspecteur du travail. Et cette procédure, il faut la connaître et l'appliquer strictement. Elle consiste, 1. à consulter les instances représentatives du personnel et avoir un PV de consultation bien précis. 2. de déposer une demande d'autorisation. 3. d'attendre la réponse. Et si la réponse ne vient pas, et généralement elle ne vient jamais, eh bien, ce n'est qu'après passer ce délai que vous pouvez notifier les licenciements contre le paiement de 2 indemnités au lieu de 3. Payer le préavis, payer l'indemnité de licenciement et laisser la possibilité aux salariés d'ester en justice. Et si le juge considère que vous avez menti, vous n'êtes pas en situation, vous n'êtes pas restructurable, vous n'êtes pas en situation de crise, etc., il pourra exiger à ce que vous payiez la 3e, c'est-à-dire les dommages et intérêts. Cette loi est une loi stérile. Il y a quelques dispositions de la loi qui existent dans la loi qui ne sont pas appliquées et qui ne sont pas applicables. Que faire quand nous avons affaire à des lois stériles? Et là, c'est une question difficile. Alors, si j'ai obéi à la question difficile. Oui, là peut-être il mettra sa casquette de... Toutes les casquettes. Alors, juste pour abonder dans le sens de ces remarques, alors pour ce que offre la loi, et je commencerai juste un petit peu avant pour essayer d'éviter des licenciements et de restructuration. L'article 185, avec la possibilité de réduire la durée de travail de 2 mois et en payant 50%. En général, lorsque les effets qui ont généré la restructuration sont assez structurels, tu as besoin de plus. D'ailleurs, on n'a pas la pandémie Covid nous montre qu'il y a des crises d'ordre et on n'a pas des textes de loi pour gérer les crises d'ordre. L'article 186, il vient pour ouvrir une brèche et ouvrir une possibilité. Ils vous disent que vous pouvez aller au-delà de 2 mois de réduction en payant 50% à condition que vous ayez un accord social ou là d'aller vers le gouvernement. Les gouvernants ne donnent jamais. L'accord social. L'accord social, il est important.
Et je vais vous dire des choses, il y a des entreprises, il y a des partenaires sociaux qui ont accepté des réductions de salaire. La plus connue d'entre elles, c'est deux syndicats allemands, DGB et IG Metall, l'industrie sidérurgique. C'est eux qui fournissent un peu, je dirais, l'essentiel de la technologie et de la mécanique pour toute l'Europe. D'abord, la matière première crédit, etc. Également, pour ne pas montrer que uniquement les Allemands, en fouillant hier sur Internet, je prise Force ouvrière, qui est un syndicat français, dans le cas des risques de licenciement des Delichebourg en France. Ils ont accepté, ils étaient des syndicats majoritaires, ils ont accepté une réduction de salaire. Tout ça pour vous dire, rien n'est figé dans le marbre. Ce que veut dire Serma tout à l'heure, donc, la première, il y a la réduction du travail, donc essayer de cibler des accords sociaux. Deuxièmement, vient le texte sur les licenciements pour raisons technologiques, structurelles et économiques. Dans l'histoire du Maroc, il n'y a eu que 3 cas où les gouverneurs ont donné l'accord. Et j'ai eu la chance ou la malchance d'assister 2 parmi eux. Je sais pas, c'était longtemps, c'est manager, c'est la mine de Akka, et parce qu'il se situe dans... Et c'est logique, lorsque une mine se tarit, après je suis peut-être qu'il y a un moyen de... Sachant qu'ils ont des possibilités de redéploiement, et il faut d'abord que le... Hadi a la valeur du gouverneur, le PV de consultation. Est-ce qu'ils ont pisté toutes les possibilités pour éviter ce qu'ils ont redéployé vers d'autres mines? Les 2 autres entreprises, c'est la RAM et Atlas Service qui représentent la même boîte. Et là, c'est presque le cabinet d'intérim de la RAM, etc. C'est un peu bizarre que le management qui appartient à Imeda et la RAM qui a le flore en économie, les ceux qui puissent bénéficier. Mais tout ça, c'est pas pour licencier, c'est pour sauver le texte, pour éviter de gérer, de sacrifier toute la boîte. Et pour revenir à la question du serment, lorsque les textes ne sont pas là pour vous aider, vous voulez, il y a des difficultés d'avoir un avis d'un gouverneur, d'ailleurs, au nom de quoi une autorité territoriale va vous donner un accord, vous savez qu'il y a un acteur économique, vous savez que tu as hypothéqué ta vie, là où t'es bien, pêche ta route d'un crédit. De toute façon, il ne donne jamais. Il ne donne jamais. Donc lorsqu'il n'y a pas ça, il y a la possibilité du droit conventionnel. C'est ce qu'a sauvé Renault, d'ailleurs fait un représentant de l'UMT. Ben, grâce à leur partenariat à l'UMT, ils ont fait la crise des semi-conducteurs, et c'était pendant la période Covid, et une crise financière. L'automobile, c'est le deuxième bien le plus difficile à vendre, après un bien immobilier. Donc une multiple crise, ben, grâce à un accord social. Ils ont pu réduire les effets au champ de l'accord. Aller au-delà de ce qu'offre la loi, ils ont accepté l'âge pour reboucler une année après avec leurs droits et même plus. L'histoire des DGB et IG Metall, 3 ans après, ils ont restitué les réductions de salaire sous forme de bonus exceptionnels, et c'était plus que ce qu'ils avaient dit. Donc, la loi, ce qui manque à la loi, et en général on ne dit pas beaucoup, c'est une loi, il y a deux lois, ce qu'on appelle des lois de rupture conventionnelle. De référentiel, c'est normal. Au Maroc, il n'y a pas un référentiel dès le départ. Qui a le plan social, licenciement économique, qui s'attache, les indemnités légales. Et puis, l'autre référentiel, c'est un référentiel d'un juge lorsqu'il émet un jugement pour licenciement abusif. Les lois, la totale des indemnités légales. Il n'y a pas de loi qui dit qu'en cas de plan social, de restructuration, ça s'appelle une loi sur les ruptures conventionnelles qui, logiquement, doit être entre le minimum des indemnités légales et le maximum lorsque quelqu'un puisse. Parce que, avec la période, l'entreprise souffre. Il ne peut pas payer le plein pot pour sauver tout le monde. Tu as raison, Michel, d'autant plus que la notion de plan social n'existe pas en droit marocain. C'est quelque chose qui existe sur le plan pratique, mais lorsqu'on prend le droit marocain, la notion de plan social n'existe pas. Et les 3 cas qu'a cités Michel Zouanat et notamment Normal, c'est pratiquement depuis le décret royal de 1966. On a vu à peine 3 cas. Et encore, je dirais 2 cas, parce que tu as parlé de l'arabe, c'est Atlas Multiservice, qui est une filiale de l'arabe. Donc c'est. À moins qu'il y ait 2 gouverneurs différents, il y a eu 2 procédures différentes. Peut-être on pourrait donner la parole à la salle, oui. Donc si véritablement il y a des questions.
Peut-être Sinabi voudrait dire un mot. Juste sur ces lois qui sont bloquantes dans la situation, il faut comprendre la logique. D'où nous viennent ces lois qui sont bloquantes? Ça c'est l'idée de l'État jacobin. C'est un État qui va s'initier dans tous les éléments de la vie d'un pays. En principe, ça doit se passer entre syndicats et entreprises. La loi n'a rien à faire là-dedans. C'est quand vous donnez 2 mois, parfois on a besoin de 15 jours, parfois on a besoin de 10 mois. En fonction de quoi on a calculé ça. Et quand on a des lois qui veulent aller à contre-courant du marché, c'est le marché qui gagne toujours. Pourquoi? Parce que finalement, on ne peut pas fermer l'entreprise. Et au lieu de sauver, au lieu de remercier 100 et sauver 300, ben on sacrifie les 400. Pourquoi? Parce que, et je réponds à la question de Céline, pourquoi, au nom de quoi, c'est vous qui avez posé la question, au nom de quoi un gouverneur s'immisce dans une relation entre un employeur et un employé? C'est au nom de la paix sociale, parce que personne ne va avoir une usine qui ferme dans son territoire et avec 200, 300 licenciements. Il y a même un groupe industriel est venu investir dans une région. Et puis ils sont partis par le gouverneur. Et puis ils lui ont présenté le business plan, le projet, les emplois créés, tout ça. Il les a regardés d'un œil dubitatif. Il leur a dit, oui, je vous donnerais bien l'autorisation. Mais que se passerait-il si ça ne marche pas et que vous licenciez ces gens? Donc ils pensent déjà au licenciement avant même d'avoir créé l'entreprise. Et donc lui, il anticipe tellement qu'il va plus vite la lumière. C'est la même chose qu'il donne ça au nom de la paix sociale. Quelques mois après, quelques ans après, au lieu d'avoir 200, il fait au 2000. Voilà. Mais vous voyez, dans une logique extrêmement rationnelle. Court terme. Tant que je ne suis pas là, c'est celui qui viendra après moi qui va gérer. Moi, je ne serai pas là pour gérer ça. Donc, l'idée ici, c'est que quand vous avez des lois qui s'opposent au marché, à la réalité économique, c'est la réalité économique qui rattrape. Et donc, vous vous retrouvez avec des restructurations, avec des gens, comme on a dit, au lieu de perdre 100, on perd 200, 300, et c'est regrettable. Comme disait Montesquieu, ne faites pas des lois inutiles, elles affaiblissent celles qui existent. Peut-être la parole est à la salle, hein, s'il y a des questions. Bon, Il présente toi. alors, Ayoub Saoud, membre du Bureau national de l'UMP. C'est l'occasion tout de même d'avoir aussi l'avis du syndicaliste que je suis, donc par rapport à un sujet aussi important qui est celui de la restructuration d'entreprise et le capital humain, l'impact sur l'élément humain, oui. Là, on entend parler de loi, et on entend parler en fait de plans sociaux, et on entend parler en fait de blocage, à ce qui paraît donc dans l'application de certaines lois. Mais il faut dire une chose, que bon nombre d'entreprises au Maroc, et surtout de multinationales, alors quand il s'agit d'une opération déclarée au niveau international qui a une opération de coût budgétaire et qui a forcément un impact sur un dégraissage, donc au niveau ETP ou bien capital et ressources humaines, ce n'est jamais déclaré ainsi comme la sorte. Alors là, on essaie de procéder de manière évasive et on essaie de, excusez-moi le terme, de pourrir la vie aux gens. Donc, certaines catégories qu'on veut bien entendu éliminer ou bien s'en séparer pour les pousser à la porte avec, sous-entendu, d'avoir des démissions. Voilà, parce que les gens ne vont pas, bien entendu, en fait, durer. Ils n'ont pas ils vont pas accepter en fait de traiter de manière assez malhonnête durant une période, et puis ils vont soit quitter. Donc, et là, on est dans une politique de cost-killing. Là, on a aussi je crois que des DRH également, malheureusement, donc on a des DRH qui commencent à avoir cette casquette-là de cost killer, donc et qui semble, au lieu d'aller impliquer les partenaires sociaux et de chercher en fait d'avoir
des compromis, donc cherche à ces réductions et de ne pas se conformer ni à la loi, donc bien entendu la loi, le code du travail notamment, mais pas aussi appliqué dans, comme ce qu'a dit notre ami Hicham, donc le droit conventionnel. Il y a un défaut ici au Maroc, nous constatons en tant que UMT, Merci d'être concis parce que Ouais. il faudrait Bien qu'on entendu. parle de précision. bien entendu, j'aimerais tout de même apporter en fait le point des syndicats par rapport à un sujet très important, celui des partenaires sociaux, parce que c'est un élément clé. Les partenaires sociaux sont les éléments clés dans ces restructurations. Parce que c'est soit qu'on implique les partenaires sociaux, et parfois les syndicats, c'est eux les porteurs des solutions. Les syndicats, c'est eux les porteurs de solutions. C'est eux qui proposent aux salariés et à l'entreprise de baisser les heures. Et on l'a fait, nous, à l'UMT, dans pas mal d'entreprises, pour sauvegarder les emplois et de redémarrer la chaîne d'emploi. Donc, et nous avons, vous savez aussi qu'à l'UMT, nous sommes le premier syndicat en termes de capacité contractuelle, ça veut dire en nombre de conventions collectives signées, bien antérieur au code du travail, et on a des secteurs dont par exemple celui de Madame Nantibi, là où les DRH dans un groupe LIDEC, on est implanté historiquement et avec une certaine culture syndicale, et qui fait que ce genre de gestion dans les conventions collectives, on a tendance aussi à avoir les mécanismes alternatifs de résolution de conflits. Donc là, c'est un élément essentiel. On avait assisté à la CGM d'ailleurs, à le lancement avec ces sujets de la médiation sociale. Je regrette bien, si Hicham, que c'est un chantier qui n'a pas donc, abouti à notre sens, donc à régler les conflits, et on se limite justement pas dans le gouverneur à aller toujours suivre le code du travail, donc aller dans le conflit collectif au niveau de l'inspection de travail, puis aller dans la commission provinciale de résolution de conflit et aller à la commission nationale de résolution de conflit, et tout ça c'est waste of time. Et en fine, on a un problème, celui de on laisse pourrir les choses. Au lieu de traiter donc en heure et en temps, on laisse bien entendu les gens. Vous savez, quand on gère mal une situation de la sorte, celle de restructuration, ou bien parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui il n'y a plus d'emploi à vie. On le sait, il n'y a plus d'emploi à vie. Il y a l'IA, il y a le changement au niveau du paradigme, il y a le télétravail, la période de Corona d'ailleurs été une période clé qui a permis en fait à contribuer dans cette démarche. Maintenant, on doit inclure cette phase de restructuration et de changement dans les accords et dans la manière avec laquelle on doit gérer la politique entre entreprises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit parler de termes bien précis, de la GPEC, de la gestion prévisionnelle, d'emploi des carrières, de la reconversion professionnelle. Comment moi, entreprise, je participe notamment à la reconversion professionnelle pour maintenir l'employabilité de ces salariés. Et je ne dis pas que ça, peut-être en conversion vers l'entrepreneuriat, dans le modèle qu'on a bien cité, et également de chercher, au lieu de se lamenter sur la rigidité du code du travail, d'aller plutôt promouvoir les conventions collectives du travail. Mais pour promouvoir les conventions collectives, c'est normal, il faudra tout d'abord respecter les libertés syndicales. Parce que malheureusement, il y a dans le secteur privé encore des entreprises qui ne respectent pas les libertés syndicales et c'est un sacro-saint qui, sans lui, on ne peut pas avoir un droit conventionnel et puis aller de là à diminuer l'impact de ces restructurations. Merci César pour votre intervention, courageuse d'ailleurs. Moi je voudrais juste peut-être vous dire une chose. Vous avez raison. Lorsque le dialogue social est constructif, est responsable et permanent, les choses se passent très bien entre l'entreprise, le chef d'entreprise et le personnel, par l'intermédiaire des partenaires sociaux. Je suis tout à fait moins convaincu parce que j'ai eu à traiter des opérations de restructuration. Maintenant, ce qui concerne les ressources humaines, je pense que c'est dans tout, si vous voulez, dans tous les, j'ai envie dans tous les postes.
Vous trouvez un bon DRH, un mauvais DRH, c'est comme un bon médecin. Vous trouvez un bon médecin, un mauvais médecin, etc. Donc, c'est vrai que si vous avez un directeur des ressources humaines, je vous le disais tout à l'heure en introduction, qui véritablement ne prend pas son courage à deux mains, je le disais tout à l'heure, on lui ferme la porte, il ne sait pas rentrer par la fenêtre, ça veut dire que l'entreprise n'a pas besoin de lui, il faut qu'il parte. Moi, un directeur des ressources humaines, c'est lui qui véritablement se met en face. Regardez ce que dit Ulrich. Il vous dit c'est l'avocat, the advocate of the employees. C'est l'avocat des salariés, pas dans son syndicat du terme, mais véritablement dans un sens managérial. Et là, je laisse peut-être la parole à mes collègues, donc s'ils veulent apporter des compléments d'information. Je vais juste essayer d'apporter l'éclairage de ce qu'a dit Guillaume Caeux. Guillaume nous a donné une autre perspective. La pratique, malheureusement, comme dit Saldakin, et lorsque vous utilisez les instances bien lignes, vous avez ça. Mais dans la pratique, il y a 50 nuances degrés. Il y a un dégradé. On dit que ça, il y a des patrons voyous. Et je le dis à l'intérieur de la CGM. Il y a des syndicalistes voyous. Il y a des DRH voyous. Mais heureusement que ce n'est pas la majorité. Et je suis. Il y a l'autre perspective. Il y a des gens qui essaient de mettre des gens au placard pour c'est aussi réel. Mais globalement, il y a plus ou moins des grandes structures qui essaient de respecter. Dans quelques-unes qui essaient d'échapper ou d'optimiser. Et c'est là à la faiblesse du DRH. Parce qu'il veut plaire par uniquement l'optimisation. C'est ça. Et après, tu as un peu plus ou moins, mis à part les grandes structures qui appliquent, les PME où il y a des. Où franchement, ils n'ont pas les capacités de donner. Parce que le problème vient des départs, on a dans le coût de juillet. C'est un truc bizarre. Les coûts de départ, les pays, la Méditerranée, là c'est moins d'un demi-mois par année d'ancienneté. Mais elle est c'est des salaires, un SMIC à 1300 € et des salaires quoi. C'est qu'on a donné le même référentiel de départ à des ouvriers qui touchent 3000 dirhams, à des dirigeants qui touchent 30 000, 40, 50, 100. Et c'est pas normal. C'est là où je suis à l'intérieur de la CGM. Parfois, je choque certains directeurs et je suis pour beaucoup plus avoir un dégradé et un truc inversé, ce qui sera beaucoup plus crédible et moins coûteux pour l'entreprise et plus juste et équitable. Moi, je vais revenir juste sur ce que vous avez dit, ce qui m'a interpellé, c'est la responsabilité de l'entreprise dans l'employabilité des personnes. Vous avez parfaitement raison. Moi, je dis que toutes les entreprises doivent jouer leur jeu côté RH, mais ce n'est pas le côté RH un peu bisounours, les jolis termes, un peu RH, mais les vrais projets. Lorsque vous avez parlé de la GPEC, effectivement, c'est travailler à l'employabilité en interne pour anticiper tous les changements futurs, pour anticiper les métiers de demain, les compétences de demain et aider les collaborateurs à avoir des trajectoires de carrière. Ce n'est pas simple parce qu'effectivement, entre une stratégie, une politique RH et entre la réalité et une gestion individuelle, en plus des projets collectifs, ce n'est pas toujours simple. Mais une fois on essaye d'instaurer une politique de mobilité interne pour que la personne ne reste pas dans son poste 14, 15, 20 ans, le jour où il y a une crise, il n'y a pas un autre moyen, il ne peut rien faire. Parce que depuis une retraite, donc l'entreprise ne l'a pas aidé à travers la mobilité interne, à travers l'acquisition de nouvelles compétences. C'est une employabilité, c'est pas un terme, les bouquins RH, mais c'est réellement une vérité. Et c'est vrai, il y a des fonctions RH qui jouent le jeu. Il y en a d'autres, comme a dit Michel, qui ne le font pas malheureusement. Mais nous, on parle des choses qui devront être faites. Et voilà, juste pour vous dire, vous avez entièrement raison, je suis d'accord avec vous. En fait, moi excusez-moi, je vais être franc avec vous, sur la gestion syndicale. Aujourd'hui, malheureusement, les syndicats sont toujours sur une ou deux batailles en retard. Okay. Et nous constatons au jour le jour. Quand on voit sur quoi on se bat au jour le jour, je ne dis pas que ce n'est pas noble, mais c'est toujours 2 ou 3 batailles en retard. Moi, il m'arrive d'aller chez les entreprises qui ont le 14e mois, le 15e mois, les gens peuvent travailler de chez eux, ils ont des bonus qui ne sont même pas prévus par la loi. Tout ça, ce n'est pas le fruit du syndicat. Ça, c'est le fruit d'une entente entre le patron et les employés.
le meilleur défenseur de l'employé, c'est le patron, parce que c'est aussi l'employé qui fait gagner de l'argent. Et moi, je vois dans des entreprises, le niveau de confort qu'ils ont, jamais aucun syndicat ne pourra le défendre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on défend une augmentation du salaire, ne pas faire des plans sociaux, mais l'économie a accéléré d'une manière considérable qu'aujourd'hui, quand vous vous déplacez dans des entreprises, vous avez des salariés qui sont milliardaires. Donc, je sais que ça dépend, madame, je sais que ça dépend, mais moi, quand je reprends un terme que vous avez utilisé, ce n'est pas le monde des bisounours. On doit tous se dire des choses sympathiques, et puis voilà, il faut. Non, non, il y a une réalité. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un tissu économique, ce n'est pas 80%, c'est 99% de TPE de pays. Okay. Qui aujourd'hui lutte pour payer un SMIC qu'ils n'arrivent plus à supporter. Et aujourd'hui, ils sont obligés de prendre de la TVA pour payer le SMIC, parce que quand le SMIC augmente, il agit sur toutes les strates de salaire. Okay. Et donc tout augmente en même temps. Vous avez des chefs d'entreprise qui, face à un salarié, contrairement à ce qu'on peut penser, face à un salarié, il a tous les droits. Et il faut prouver la faute grave pour pouvoir vous en séparer. Il peut vous narguer à longueur de journée, et moi j'ai connu des cas où des salariés ont nargué le patron à longueur de journée, ils n'ont pas pu s'en séparer. Et des salariés qui ont, à cause de certains syndicats, je ne dis pas tous, ils ont mis des entreprises à genoux. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un discours, voilà, il faut que tout se passe bien, humain, tout ça, tout le monde voudrait bien dire ça. Mais la réalité du marché, c'est une réalité qui est dure. Et souvent, nous avons des syndicats qui ont plus de calculs politiques parce qu'ils sont affiliés à des partis politiques que la défense des salariés qui sont souvent pris en otage entre un bras de fer, entre un gouvernement et des partis politiques. Et souvent, le syndicat est le bras armé du syndicat. Je suis vraiment désolé, je suis franc sur ça. Ce n'est pas notre cas en tout cas. Bon, disons il y a... Je parle en général, je C'est un avis. Disons qu'il y a syndicat et syndicat. Tout ça fait. C'est Omar. Avec une casquette de vérité, et avec tout le respect que j'ai pour David, ce que tu as dit pour le patron, le premier défenseur des salariés, je veux bien l'entendre. Mais ce n'est pas la réalité. On attaque des exemples et les plus grandes batailles en termes d'acquis sociaux, même si je suis souvent en bise-bise, mais un syndicat ou là en partenariat, c'est en dents de scie. Les plus grandes batailles en termes d'acquis sociaux, j'ai beaucoup de syndicats. À partir du congé, la retraite, là, c'est historique là-dessus. Les dates, je sais. Ça, je crois que j'ai la parole maintenant. Là, il n'y a pas de débat. C'est pas le débat. Maintenant, on a un exemple par exemple. Je travaille dans une mutuelle, il y a le président d'Eltarji, Medeb, que vous connaissez, le président de Danone. Et lui, il est de ce j'ai déjà discuté avec lui, qui voulait un AR dans une des entreprises. Ben, la politique d'El, c'est moi le défenseur. Il pousse les gens à ne pas aller dans ce syndicat, le GTT, Yeltsox. Un jour, il a vendu l'entreprise. Ben, il n'a pas cette culture. Donc, il y a des patrons plus sociaux, plus humains que les syndicats. Ce n'est pas sustainable. C'est pas c'est rare. La réalité, il est alimenté par le profit, l'autre, je donne des représentations pour que ça soit sustainable. Et je ne te dis pas que tous les syndicats sont là pour défendre. C'est moi qui me parler du salaire. Et je veux finir avant de... Il faut que les syndicats soient des syndicats forts. Ils soient des syndicats responsables. Ça, c'est fondamental. Plus un syndicat, je dirais, puissant, pas dans le sens pour bloquer l'entreprise, mais je dirais en regardant la réalité économique de l'entreprise. Si l'entreprise, je dirais, est en train de dégringoler, on va dire, écoutez, moi, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas cela. C'est ça ce qui est fondamental. Mais si on a effectivement des syndicats qui véritablement font du social pour le social, ben, ils vont tuer l'économique, tout simplement. Ça, c'est une réalité. Justement, j'ai caressé dans le syndicat dans son support. Je vais taper sur le syndicat en vous restituant un vécu dans une entreprise où je me suis travaillé 6 ans, 10 minutes, hein. rapidement. Il y avait des choses qui étaient bien tenues, en termes de productivité, en termes de respect. Après, j'ai quitté cette entreprise-là, il y a eu des changements, et après, il y a eu des mouvements, et pour qu'on achète la paix sociale, c'est pour ça que le coût de la paix sociale, on a commencé à trop dériver. Flèche, les temps de pause, le temps effectif du travail,
le temps, la perte, le changement de format, etc. Et tout ça, c'est des négociations. On a fait la pause, tu sais qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Moi, j'ai eu la chance de retrouver cette boîte-là. Dès que j'ai retrouvé la CDT, mais ce n'est pas toujours la centrale qui est derrière. C'est là, parfois, c'est des gens qui sont en face de toi. Ils ont trouvé un moment, une faiblesse au niveau. Ils ont pris un peu le pouvoir. Et comme la boîte a gagné pas mal d'argent, dernièrement, il est très petit. Regarde, le coût de cette bouteille-là, il est de 2 dirhams. Ici, il nous coûte 3 dirhams. Ici, il nous coûte 3 dirhams 40. Ici, et là, où le coût uniquement le coût était de 3 par rapport à 2. Qu'est-ce qu'on en fait? Logiquement, tu es obligé à terme, surtout quand on avait une fusion-acquisition, de choisir celle avec qui on va se séparer. Dans 2 ans, si on n'arrive pas à une productivité de ça, et on était en train d'alléger. En faisant ça, c'est normal, on a essayé de diviser la situation sur 2 années. On a allégé, mais in fine, on sloge la productivité des autres usines, et par eux-mêmes, ils ont bien compris qu'on était obligé d'aller fermer et aller produire dans d'autres. Et donc ça, c'était une très bonne entente, mais donc le coût social était trop cher, et très, bon, un peu, sur un passif sur les salaires. C'est vraiment peut-être pour que la suite on puisse... Mes amis, je crois que nous avons trouvé le thème de la prochaine réunion qui pourra être faite. Et ce thème serait peut-être pour des pratiques managériales et syndicales responsables, parce qu'en fin de compte, s'il y a un retard dans notre pays, c'est un retard qui, le moins que l'on puisse dire, est un retard très partagé. Nous avons un tissu économique qui connaît beaucoup de retard, et ce tissu économique sera appelé à se restructurer et à connaître plusieurs restructurations. Il faut être prêt à ces opérations de restructuration permanente. Et c'est pour cela que je dirais, ce n'est pas la responsabilité de la seule entreprise marocaine, car l'entreprise marocaine est très petite ou moyenne. Ce n'est pas la grande entreprise qui est majoritaire. Nous avons 86% d'entreprises, 96% quand on dit très petite et moyenne, quand on ajoute la moyenne, oui, 96%. Eh bien, ces 96% ont besoin d'aide. Et il faudra responsabiliser les structures globales. Et quand je dis les structures globales, je commencerai par le gouvernement et j'arriverai aux différentes institutions, les organisations patronales, syndicales et autres. Et il faut avoir le courage pour travailler ensemble pour répondre aux nouvelles exigences. Et là, moi, je dirais qu'il faudra avoir deux choses entre les mains. Il faut avoir de l'anticipation visionnaire et de l'innovation permanente. Et quand je dis ça à un moment où le pays est en chamboulement, où le pays connaît des difficultés, où l'école publique est arrêtée et on n'arrive pas à la débloquer à Ibadallah. Et quand on arrive à des situations comme celle-là, on se dit, si l'éducation, un ministère de l'anticipation ou un ministère de l'innovation. Parce qu'en fait, quand je parle d'innovation visionnaire, rien que pour aider la restructuration, il nous faut de l'assistance aux entreprises. Il nous faut de l'assistance en matière d'entrepreneuriat. Il nous faut de la réforme au niveau de la législation. Et tout à l'heure, je disais à Hicham, quand une loi qui n'est ni appliquée ni applicable, qu'est-ce qu'on fait? Ben on la change. On la change. Actuellement, on est en train de parler de réforme du Code du travail. Ben, on doit être un pays qui avance. Il y a là le Code du travail 2004. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait le Code du travail 2005. Le Code du travail 2004, il y a déjà des coquilles, rien que des coquilles. Il y a des coquilles d'abord.
من بعد كاين des aberrations en matière de santé et sécurité. Je suis sûr que les syndicats, l'employeur, etc., personne ne serait contre l'amélioration des dispositions relatives à la santé et sécurité. راه فاش كنضربوا شويه كنضربوا ملي كنجيو لدوك les indemnités. Les indemnités, c'est quelques 4 ou 5 articles. Tout le reste peut être amélioré. L'innovation, vous l'avez dit, il ne faut pas attendre une crise pour qu'il y ait de la formation initiale et continue. Il ne faut pas attendre que notre personnel soit obsolescent pour dire « Ah, c'est même chez eux ». Non. On s'attendait à ce que nos machines mécaniques devaient devenir des machines électromécaniques. Ben, les mécaniciens, on aurait dû les former à être électromécaniciens. Chose importante. Quand on fout à la porte un salarié, il coûte cher. Il coûte cher, effectivement, parce que dans ce pays, il n'y a pas de filets sociaux. Moi, je dirais, il n'est pas normal que ce soit l'entreprise toute seule qui paye les dégâts. Il faut qu'il y ait un système évolué de filets sociaux. Et en fin de compte, il y a tout un travail de recherche et développement à faire là-dedans. Et là, j'avais préparé un certain nombre de questions sur les perspectives. Il faudra réfléchir à l'avenir, et cet avenir n'est pas de la responsabilité de la très petite entreprise toute seule. Si on la laisse toute seule, les chiffres dont a parlé Stéhichem augmenteront encore. Merci Seroma pour cette belle conclusion. Je crois qu'il est temps que l'on conclue, sauf s'il y a peut-être une autre question de la part de l'assistance. Il y a un monsieur. Dernière question, et donc on va conclure. Merci beaucoup. C'est plus une remarque, une question. Nodil Khoury, tunisien, résident au Maroc, espérantiste. Ma remarque était plus par rapport à ce qui a été dit sur Act Fast, pour se séparer d'un salarié, entre parenthèses, je suis victime d'une restructuration, suite à laquelle j'ai perdu mon poste de responsable département formation. Ce Act Fast impacte non seulement la psychologie de la personne, son entourage, etc., mais ma remarque ici est que comme les entreprises investissent pour le onboarding, pour le parcours d'accueil des salariés, il faudra peut-être aussi qu'ils pensent au off-boarding, qui n'existe malheureusement pas. Et puis au-delà de ça, c'est aussi malheureusement la vision d'entreprise, ce qui a été dit, s'arrête au jour où on se sépare du salarié et on agit uniquement avec ceux qui sont restés pour voir comment les remotiver sans pour autant penser à l'image de la boîte. Qu'ensuite, à une restructuration, on fait sortir un bon nombre de salariés qui, eux, à leur niveau, véhiculent une mauvaise image de l'entreprise et peuvent être également un frein à la restructuration et au redéveloppement de l'entreprise. Le jour où elle cherchera à recruter d'autres personnes, son image est déjà touchée et, par les différents départs subis les salariés desquels on s'est séparés. C'était plus ça, qu'on puisse plus penser au off-boarding que se limiter à mettre les moyens pour... Une réaction par rapport au off-boarding, c'est une pratique qu'on applique dans l'entreprise, justement. On a monté un projet stratégique l'année dernière, qu'on a appelé effectivement, on a zoomé sur la marque employeur, mais lorsqu'on a parlé du onboarding, parce qu'on fait énormément de choses pour attirer les jeunes et les fidéliser, mais on s'est rendu compte qu'on ne fait rien pratiquement pour les seniors qui quittent l'entreprise. Ce n'est pas dans le cas de restructuration, c'est dans le cas de départ naturel à la retraite. Et là, par exemple, on a accompagné les gens par un coaching, une séance de coaching pré-retraite pour pouvoir ouvrir les yeux à ces personnes qui vont quitter après 60 ans pour leur montrer que la vie continue après 60 ans. Ça, c'est un exemple vivant. Et puis, on a fait plusieurs choses. Juste pour vous dire, c'est pas ça n'existe pas. Ça commence effectivement à intégrer les pratiques RH. Ça ne court pas les rues, effectivement. Et tout à l'heure, ça a été dit, le fait qu'on pense aux seniors, aux pré-retraités, donne aussi un signal aux personnes nouvelles qui rentrent à l'entreprise parce qu'ils disent, cette entreprise-là, ils pensent aux seniors, donc du coup, ils vont prendre soin de moi comme étant nouvelle. Très bien, merci Bouchra, je crois qu'il est temps qu'on conclue. Merci Bouchra, merci Sinadine, merci Silijan, merci Sermat. Merci à l'assistance qui nous a accompagnés jusqu'à la fin.
tant pis pour ceux et celles qui ne sont pas venus. Ils ont raté beaucoup de choses. Préparation sur le Nasdaq, c'est vous. Et je voudrais également peut-être applaudir mes étudiants qui sont là parce qu'ils sont restés jusqu'à la fin. Et dans le même ordre d'idée, je voudrais également que les directeurs qui sont ici, peut-être, pourraient vous aider pour vos stages, puisque vous êtes en M2 RH, et je pense que ça pourrait se faire. Il y a d'autres DRH, donc je pourrais moi-même contacter. Voilà, il faut bien vendre un petit peu le marketing RH. Je vous remercie.